Ce module s'intéresse aux stratégies pour améliorer l'expérience de l'utilisateur et de l'utilisatrice d'un outil d'aide à la décision. Le développement de cette formation a été financé par la composante Recherche sur les systèmes de santé et services sociaux, l'application des connaissances et la mise en œuvre de l'unité de soutien SRAP du Québec. L'agence subventionnaire, les auteurs et leurs organisations affiliées n'ont pas d'intérêt en jeu dans les pratiques adoptées par les apprenants et apprenantes pour choisir ou concevoir des outils d'aide à la décision suite à cette formation. À la fin de ce module, vous serez en mesure de décrire les éléments permettant d'améliorer l'expérience des utilisateurs et utilisatrices d'outils d'aide à la décision. La conception d'un outil d'aide à la décision requiert un équilibre entre deux forces qui s'opposent parfois. D'une part, le concepteur doit s'assurer de l'intégrité des missions de l'outil d'aide à la décision, qui sont de faciliter la compréhension des avantages et des inconvénients, soutenir la clarification des valeurs et préférences de la personne, et soutenir la délibération entre le ou la professionnelle de la santé et la personne. D'autre part, on doit se soucier de l'expérience des utilisateurs et utilisatrices afin qu'ils adoptent l'outil d'aide à la décision. L'expérience de l'utilisateur ou de l'utilisatrice comprend les perceptions, les attitudes, les émotions, les capacités et les limites des personnes qui interagissent avec un produit. Pour maximiser cette expérience, on doit rencontrer les besoins des personnes, sans tracas, de manière simple et élégante. Morville décrit cette facette à l'expérience de l'utilisateur et utilisatrice. Le produit doit être utile, utilisable, trouvable, c'est-à-dire que le contenu doit y être facile à trouver, crédible, accessible et désirable. Au final, le produit qui maximise ces différents aspects sera valorisé par la personne et cela permettra à l'outil d'accomplir sa mission. Le module 2H, qui précède celui-ci, propose plusieurs stratégies pour simplifier les outils qui sont également pertinentes pour améliorer l'expérience des utilisateurs et utilisatrices. Pour bien couvrir cette question, le présent module décrira deux éléments additionnels importants à ce sujet. Nous décrirons d'abord deux méthodes de conception qui permettent d'optimiser l'expérience des personnes à qui s'adressent les outils, soit la conception centrée sur l'utilisateur et l'utilisatrice, et la stratégie de recherche axée sur les patients et patientes. Nous décrirons ensuite certains éléments pour améliorer la navigation dans les outils d'aide à la décision, car cela affecte aussi beaucoup l'expérience des utilisateurs et utilisatrices. Nous distinguerons des stratégies spécifiques applicables aux outils en format imprimable et aux outils Internet interactifs. La conception centrée sur l'utilisateur et utilisatrice est un processus itératif d'évaluation de la fonctionnalité d'un outil auprès d'utilisateurs et utilisatrices qui sont placés en contexte réel d'utilisation. Suivant ce processus, un prototype est d'abord conçu. Il pourra être basé sur un modèle existant, par exemple le modèle d'aide à la décision d'Ottawa, ou sur les critères de la collaboration IPDAS décrits au module 1B de cette formation. Idéalement, des experts, incluant des patients et des patientes, des spécialistes de la décision partagée, des experts cliniques et un ou une graphiste, participeront à cette étape initiale pour assurer que le prototype atteigne bien sa mission. Ensuite, le prototype sera soumis à des utilisateurs et utilisatrices en contexte réel d'utilisation, ici des patients et des patientes, pour évaluer sa fonctionnalité. Les rétroactions des utilisateurs et utilisatrices permettront d'améliorer l'expérience d'utilisation et de s'assurer que l'outil remplit bien ses objectifs premiers. Ce cycle de développement, évaluation et modification sera répété jusqu'à ce que l'outil soit jugé acceptable par les utilisateurs et offre la fonctionnalité désirée. L'utilisation de ce processus itératif, conception, évaluation, ajustement, permettra par sa nature même de s'assurer de tenir compte des spécificités culturelles des utilisateurs dans la conception de l'outil. Idéalement, l'évaluation de la fonctionnalité se fera par l'observation en action, c'est-à-dire en observant la personne pendant qu'elle prend connaissance de l'outil d'aide à la décision. Suivant la stratégie Think Aloud, on demande d'abord aux personnes de penser à voix haute tout au cours de leur lecture, de verbaliser ce qu'elles font et toutes les idées qui leur viennent en tête. Toutefois, comme il s'agit de lire et d'intégrer de l'information, la personne prendra des moments sans parler pour apprécier le contenu.
Il sera donc très utile d'utiliser une approche d'entrevue semi-structurée et de poser des questions à des moments clés de sa lecture pour lui demander son appréciation du format et du contenu de l'outil d'aide à la décision. Nous recommandons également d'utiliser la stratégie Teach Back, qui consiste à demander à la personne ce qu'elle retient de ce qu'elle vient de lire. Cela est idéal pour vérifier le niveau de compréhension de la personne et vérifier la complexité de l'outil. Finalement, on peut demander aux utilisateurs et utilisatrices de remplir un questionnaire contenant des questions ouvertes après qu'ils aient consulté l'outil. Cette stratégie peu coûteuse est toutefois beaucoup moins efficace pour évaluer la fonctionnalité des outils d'aide à la décision, car elle limite la richesse de la rétroaction. La stratégie de recherche axée sur le patient consiste à impliquer les utilisateurs et utilisatrices dans le processus de recherche. Ces personnes peuvent notamment participer à l'élaboration des questions de recherche, à la collecte de données, au développement des outils et à l'interprétation des résultats. En adoptant cette approche, on vise à générer des résultats plus susceptibles d'être pertinents et d'en favoriser l'adoption. La stratégie vise l'engagement de tous les utilisateurs et utilisatrices des connaissances qui ont besoin des résultats pour prendre des décisions éclairées au sujet de politiques, de programmes, de pratiques en matière de santé ou clinique. Sont inclus des cliniciens et cliniciennes, des décideurs et décideuses, des gestionnaires, des dirigeants et dirigeantes communautaires, des patients et patientes, et parfois des citoyens si l'on cible des mesures préventives. On décrit plusieurs niveaux d'engagement dont le plus significatif est le niveau de contrôle, où les utilisateurs et utilisatrices dirigent le projet, en passant par le niveau collaboration puis consultation. Le niveau minimal décrit un faible engagement, où les utilisateurs et utilisatrices jouent un rôle mineur, voire nul. Certaines étapes de la conception des outils d'aide à la décision sont particulièrement propices à l'engagement des utilisateurs et utilisatrices. Au moment de la sélection du thème abordé par l'outil d'aide à la décision, lorsqu'on dresse la liste préliminaire des priorités ou valeurs pour guider la revue de la littérature sur les avantages et inconvénients des options, au moment de réviser le texte de l'outil, en particulier pour bien formuler les valeurs, préférences et priorités. Ils peuvent aussi assister aux entrevues avec les utilisateurs et utilisatrices et participer à l'analyse des commentaires reçus. Une autre stratégie permettant d'améliorer l'expérience des utilisateurs et utilisatrices consiste à porter attention à la navigation entre les différentes sections de l'outil pour que les personnes se repèrent facilement dans le texte et ultimement dans le processus de décision partagée. D'abord, il est généralement apprécié par les personnes d'avoir des repères pour se situer tout au cours de leur lecture. Dans les documents imprimables, la table des matières peut jouer ce rôle. On peut aussi utiliser certains repères visuels pour permettre à la personne d'avoir une idée de sa progression tout au long de sa lecture. Les outils interactifs peuvent aussi utiliser des repères visuels. De plus, ce type de support permet d'insérer une vidéo d'introduction qui pourrait être utilisée pour donner à la personne un aperçu de l'activité proposée et des diverses étapes. La vidéo peut aussi permettre d'expliquer certaines fonctionnalités du site Web pour les personnes moins à l'aise avec les technologies. Voici d'abord un exemple d'outil d'aide à la décision en format imprimable. Cet outil vise à soutenir les personnes atteintes de troubles neurocognitifs légers qui considèrent des options pour maintenir leur capacité mentale. D'abord, la page couverture représente l'ensemble des étapes au moyen d'icônes, avec un icône pour l'introduction, un pour l'exploration des options, un pour l'exercice de clarification des valeurs et un pour prendre la décision. On retrouve ensuite ces icônes dans chacune des sections pour établir un lien visuel avec l'ensemble des étapes présentées sur la page couverture. Un petit onglet indique aussi l'endroit où la personne est rendue dans sa démarche, soit ici, l'introduction. Finalement, l'outil comporte une introduction au début. Les pictogrammes représentant chaque option, comme dans l'exemple ici, peuvent également faciliter la navigation. Ils permettent en effet de repérer rapidement les options dans le texte. Dans sa version interactive, la boîte à décision offre une vidéo d'orientation dans la page d'accueil. Vous pouvez la visionner à l'adresse indiquée ici. Après plusieurs tests avec des utilisateurs et utilisatrices, des personnes âgées vivant avec des troubles neurocognitifs légers, les chercheurs ont finalement sélectionné un site directionnel qui guide la personne à travers un processus allant du point 1 au point 5.
Les sites non directionnels amenaient beaucoup de confusion chez certaines personnes ayant évalué le site. Les tests ont aussi permis de déterminer que la barre avec les pastilles rouges permettait aux personnes de bien s'orienter et de progresser d'une manière logique au cours de l'activité. Lorsqu'une décision requiert de peser les pour et les contre d'un grand nombre d'options, les tests sur la boîte à décision ont permis de constater qu'il était facilitant de placer l'exercice de clarification des valeurs au début du processus. Il est ainsi possible pour la personne de voir les options triées selon ses préférences. Elle pourra alors choisir de réviser uniquement celles qui correspondent à ses priorités. Il faut toutefois faire attention afin de respecter les critères de la collaboration internationale de ne pas limiter la personne. Elle doit pouvoir lire l'information sur toutes les options, même celles qui ne correspondent pas à ses valeurs. Vous pouvez visualiser le site web des boîtes à décision à l'adresse que vous voyez dans le bas de l'écran. Il est construit selon cette structure. Les outils interactifs permettent aussi d'utiliser des fenêtres pop-up et des infobulles qui apparaissent lorsqu'on passe la souris au-dessus d'une section. On voit ici d'abord un exemple de la boîte à décision. Les avantages et inconvénients apparaissent dans une fenêtre par-dessus l'activité principale et elle peut être refermée ensuite. Cette fonctionnalité permet à l'utilisateur ou à l'utilisatrice de ne pas sortir de la continuité de l'activité principale et évite de se perdre dans des pages moins centrales du site Internet. Un deuxième exemple, toujours issu de la boîte à décision, est ici présenté. Il s'agit des définitions de mots plus complexes qui apparaissent dans des infobulles lorsqu'on passe la souris sur les mots. Dans les tests utilisateurs, les premières versions de l'outil amenaient les personnes à une autre page pour visionner les définitions. Cela causait des problèmes à certaines personnes qui perdaient le fil de l'activité en se rendant sur une page différente. Plusieurs de ces observations sont applicables à tous les outils et c'est pourquoi ces travaux ont été décrits dans une publication qui est en préparation. L'ensemble de ces exemples démontre bien l'importance que revêtent les tests centrés sur les utilisateurs et utilisatrices. À l'heure actuelle, l'expérience de l'utilisateur ou l'utilisatrice en contexte de prise de décision partagée, avec un outil d'aide à la décision, constitue en soi une avenue de recherche à explorer davantage. À titre d'exemple, il existe actuellement peu de recherches permettant de tirer des conclusions significatives en lien avec l'expérience de l'utilisateur ou l'utilisatrice avec les outils d'aide à la décision en format interactif. Il serait pertinent d'effectuer de plus amples investigations.